Bienvenue sur Chronique Politique. Aujourd'hui, à défaut de vous conter un fait politique, nous sommes venus à la rencontre d'un homme politique jeune, au parcours inspirant et une figure très connue du débat politique ivoirien. Très tôt engagé en politique, il est député suppléant d'Azagui, membre du bureau national de l'Union des jeunes du RHDP et coordonnateur régional de la Mébi-Tiassa. Il est aussi juriste de formation et administrateur des services financiers de profession. Nous sommes avec Monsieur Baudouin Yabou. Bienvenue à vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui te remercie, cher frère. Alors, j'ai tout de suite envie de poser la question. Voilà, comment est-ce que vous vous engagez en politique étant si jeune? Écoutez, si j'ai une fois décidé de faire la politique, je ne sais même plus. Tellement ma vie, je veux dire, rime avec la politique depuis ma petite enfance, au village, auprès de papa, qui est un guide religieux, un guide coutumier. Papa a été durant 30 ans chef de mon village. Et c'est sous son hangar que naturellement on parle de politique à chaque fois. Et donc j'ai grandi sous ce hangar où des cadres viennent de la ville, des politiques viennent faire donc de la campagne. Donc je voyais, donc je faisais une lecture de la politique jusqu'à ce que j'entre à l'école. Depuis l'école primaire, j'étais président de la coopérative scolaire donc de mon village. Et après j'arrive au lycée, je m'engage dans le milieu étudiant, dans le milieu scolaire, jusqu'au milieu donc étudiant. Et tous ceux avec qui donc j'ai fait ce parcours scolaire et étudiant ne sont pas donc surpris de mon engagement politique aujourd'hui. Donc, vous avez vraiment été conditionné par ça Oui, depuis petit. de manière naturelle, je ne sais pas si vraiment j'ai décidé de faire la politique. C'est-à-dire que je suis dans la politique depuis je ne sais quand. Concrètement, comment vous embrassez la politique? Alors, je commence à militer politiquement au Front populaire ivoirien, donc le FPI, à partir de 2017. Mais bien avant, j'ai eu à militer dans le milieu étudiant. Même depuis quand même j'étais élève au lycée de Bassam, j'ai été dans la campagne aux élections municipales d'un candidat donc aux élections. Et en 2015, j'ai été même encore dans la campagne d'un candidat indépendant donc aux élections présidentielles. Et après, j'ai réfléchi, j'ai décidé de militer dans un parti politique. Et tout de suite, le parti qui était vraiment de mon environnement, donc c'était le Front populaire ivoirien. Donc le parti, au regard de mon conditionnement familial, le parti donc dans lequel donc je me sentais, c'était le Front populaire ivoirien. Donc en 2017, je m'engage donc au FPI. Et de là a commencé donc, je veux dire, ma carrière politique. Et justement, à ce niveau, j'ai une question parce que on vous traite souvent de transfuges, de personnes venues, voilà, au restaurant, parlons du RHDP. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous traitent de transfuges? Alors merci, je veux dire que mon engagement d'abord au FPI, comme je le dis, est dû à mon environnement, lequel environnement m'a conditionné à ne pouvoir militer dans un parti qu'au FPI. Puisque quand tu es dans une famille, pour un jeune Atier et un jeune abbé à la fois, l'environnement dans lequel j'ai évolué, l'esprit qui m'a planté, mais naturellement, je ne pouvais que commencer par le FPI. Et en 2017, le FPI était déjà un parti divisé. Donc j'avais un camp pro-Rafi et un camp pro-Babo. Et j'ai tout de suite opté pour le camp Afin-Guessan parce que j'estimais que ce camp, c'est-à-dire que cette ligne, elle était modérée et qu'elle avançait, elle voulait progresser. Alors que de l'autre côté, il y avait donc de la haine, il y avait donc une attitude un peu radicale dans la manière de faire, il y avait donc des boycotts, on voulait tout abandonner, on ne voulait pas avancer. Donc pour un parti qui a perdu le pouvoir en 2011, et en ce moment-là, je n'étais qu'un jeune de 16 ans au lycée donc d'Alépé, donc je ne connaissais même pas Abidjan, je ne connaissais même pas la politique concrètement, et qui plus tard va convaincre un jeune comme moi à s'y engager. Il faut bien que ce parti ait donc une réelle offre politique sincère pour maintenir un jeune donc en son sein. Ce n'est pas de dire que non, tes parents ont été FPI, donc tu te contentes de militer dans un parti politique, que cela suffit pour toi d'y rester et d'y militer éternellement. Mais je m'engage dans ce parti, je constate d'abord une réelle crise interne qui ne me donnait pas certainement un confort politique pour pouvoir y militer, pour pouvoir donc m'inventer politiquement. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, la gestion même de la crise au sein de ce parti.
m'a amené à être déçu du président Gbagbo, qui est le père fondateur donc, de ce parti. Politiquement déçu de lui. Et au finish, politiquement déçu du FPI. Donc, c'est naturellement en début 2020 que j'ai décidé donc, de quitter le FPI. Je prends un long temps de réflexion durant 6 mois. Je me dis, bon, je suis encore jeune et qu'il faut que donc, je décide d'une nouvelle orientation politique. J'ai regardé sur la scène et le parti politique qui était le mieux convaincant pour moi, qui était le mieux attrayant pour moi, du point de vue de la personnalité donc à la tête donc, du pays, à la tête de ce parti, qui est le président Alassane Ouattara, et du point de vue du bilan à la tête donc, du pays, du point de vue des efforts économiques et sociaux accomplis depuis 2011 jusqu'à ce jour, jusqu'en 2020, là où quand donc je m'engageais, j'ai décidé tout de suite de m'orienter donc au RHDP. Voilà. Donc on comprend alors que c'est l'offre politique proposée par le président Alassane Ouattara qui vous séduit, contrairement à ce que d'autres personnes appellent voilà, venir au restaurant ou être un transfuge. Oui. Un parti pour ses intérêts. Oui, c'est vraiment l'offre politique. D'abord, je me le dis bien, un jeune acquis comme moi, issu de l'environnement dont tout le monde a connaissance, mais tu ne peux pas avoir une bonne lecture du président Alassane Ouattara, c'est pas possible. Donc, tu peux commencer à militer dans un autre parti politique. Et quand on prend un temps de réflexion personnelle, qu'on approfondit sa propre perception donc de la politique, il faut connaître l'homme. Et je connais l'homme Alassane Ouattara aujourd'hui. Et son offre politique à la tête du pays, il y a du concret. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est essentiellement transformée. C'est vrai qu'il peut y avoir des imperfections. Et nulle part au monde, la gestion d'un pays est parfaite. Il y a peut-être des insuffisances, des imperfections, mais au total, il y a vraiment des résultats largement positifs qui prouvent que l'homme à la tête du pays est vraiment outillé, est vraiment commis à la tâche pour servir dans son pays. Et donc, ma lecture donc, de sa gestion, de la personnalité donc, du président Alassane Ouattara ne pouvait qu'être positive. Et le RHDP, son parti politique, créé déjà donc, en 2019, donc à 1 an, avec le RDR dissous, et avec d'autres partis politiques, les 4 d'autres partis politiques qui se sont rassemblés pour fonder ce parti, ce grand parti de RHDP, j'ai reçu donc cet appel, puisque le RHDP est un parti aussi jeune, créé en 2019, et qui est un parti de rassemblement, qui est un parti d'ouverture, et donc j'ai reçu vraiment cet appel, et en 2020, et donc j'ai adhéré, et dans un contexte aussi chauffé, où le RHDP avait désigné le candidat Amadou Coulibaly, malheureusement décédé 2-3 mois après. Il fallait donc demander au président Soa de reconsidérer sa décision de ne pas être candidat. Il y avait la contestation de sa candidature. Il y avait des cadres qui quittaient le parti. Tout le monde croyait qu'en 2020, le RHDP était totalement en terre, était fini. C'est en ce moment-là que j'ai cru vraiment en ce parti et c'est en ce moment-là que je me suis engagé au sein donc, du RHDP. Mais diront, est-ce qu'il est juste pour toi de quitter un parti donc de gauche pour un parti de droite? Moi, j'aime vraiment préciser que ce n'est pas de manière idéologique que je me suis engagé au FPI. En 2017, je n'avais que 22 ans. Et pour moi, je dis derrière les raisons pour lesquelles je me suis auto FPI. C'est mon environnement. Okay. Donc, s'il y a un parti auquel j'ai adhéré pour l'idéologie, telle que tu le dis, celle au RHDP, donc je suis libéral de nature politique. Mais alors, et même quand on venait à dire que c'est ça, qui vous a dit qu'on ne peut pas changer d'idéologie politique? Et c'est pourquoi j'aime rappeler à certains amis, le président Gbagbo, qui avait commencé à militer politiquement dans le milieu universitaire, avait pour mentor le professeur Zadi Zaourou, qui était une école de la ligne massiste en Côte d'Ivoire, dans les années 60-70. Il se retrouvait même dans les cellules de réflexion idéologique avec Simon Gbagbo. C'est au cours même donc, de leurs travaux, de leurs réflexions qu'il a découvert. Simon Gbagbo lui l'a dit plus tard. Mais il avait donc pour mentor Zadi Zaourou. Donc, quand il voit certaines personnes juger donc de la crédibilité politique pour un jeune comme moi, de juger de ma crédibilité politique, un jeune qui, si Dieu prête vie, à 50 ans de carrière devant, ils ne savent pas ce qu'ils disent.
Et quand je vois dans leur camp, les hommes sont légion. Souvent, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu es au HDP et puis tu contestes ou bien tu es contre, tu t'attaques comme le mot, tu t'attaques à ceux donc, qui sont donc de l'opposition. Mais pourquoi vous applaudissez ceux qui étaient donc dans le parti au pouvoir et qui ont rallié donc l'opposition? Solo Guillaume, le PDCRDA aujourd'hui, tous ceux qui sont là aujourd'hui, le PDCRDA, ont été donc du HDP, parti au pouvoir. Et ceux-là, vous les applaudissez, n'est-ce pas? Mais si on n'est plus ensemble, c'est parce qu'on ne s'entend pas. Si on n'est plus ensemble, c'est parce qu'on est opposé politiquement, qu'on devient adversaire. Donc on peut se critiquer, on peut donc s'attaquer politiquement, comme donc vous le dites. Mais naturellement, quand vous êtes dans leur camp, et j'aime le dire, le rappeler, non, Baudouin, c'est parce que c'est un parti au pouvoir. Et que demain, si le parti au pouvoir n'est plus là, tout de suite, il va basculer, les gens se trompent. Et je prends l'exemple de Stéphane Kipré, qui est quand même une figure politique au sein du PPACI. Pourquoi Stéphane Kipré, qui était président de la jeunesse du MFA, et qui a adhéré donc au camp, qui a rallié le camp Gbagbo en plein pouvoir, parce qu'il était donc de l'opposition. Et il rallie donc le camp Gbagbo en plein pouvoir. Et quand le camp Gbagbo perd le pouvoir, mais est-ce qu'aujourd'hui, il est retourné il est retourné ailleurs ou bien il a basculé dans une autre camp? Mais non, ça veut dire que Baudouin Yapo, aujourd'hui, est engagé politiquement, de pleine conviction. Si demain, nous venons à peine au pouvoir, je resterai sur ma position. Et c'est pourquoi les gens qui spéculent ne savent pas ce qui est réellement l'aspiration, les aspirations politiques de ceux qui sont engagés donc sur la scène. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous savez rien de l'avenir, et je suis convaincu que l'histoire donc va le témoigner. Mais nous n'allons pas perdre le pouvoir. C'est-à-dire que nous n'allons pas perdre le pouvoir, parce qu'une chose, c'est de conquérir le pouvoir, une autre chose, c'est de conserver le pouvoir. Okay. Donc aujourd'hui, je suis un militant de la conservation du pouvoir, et j'assume. C'est très important de le préciser, parce que en Côte d'Ivoire, lorsque quelqu'un change de parti politique, tout de suite, voilà, on se dit que c'est pour ses intérêts personnels. Donc là, vous avez expliqué qu'on peut changer de parti politique lorsque les idéologies sont aussi en train de changer. Exactement. Il y a une question que je veux vous poser. Dernièrement, vous avez fait l'objet d'une polémique sur les réseaux sociaux suite à une interview que vous avez donnée sur une chaîne dans laquelle vous avez évoqué la nationalité du président. Parce qu'en ce moment, les questions de nationalité refont surface avec le cas du ministre Tidjane Thiam. Et donc, vous avez, je vais dire, fait une bourde, voilà, si je peux le dire ainsi, sur la nationalité du président. Comment est-ce que vous avez vécu cet épisode-là et est-ce qu'on peut revenir dessus? C'est avec beaucoup de regret que j'ai vécu ce bad buzz. Effectivement, c'était au cours d'un débat avec un jeune du PDCRDA que j'ai commis donc cette bourde. Je veux dire que c'est une affirmation par ignorance. Beaucoup du débat, le jeune du PDCI arguait que des candidats étaient exclus en 2025. Il dit non, qu'il se trompait d'époque, que pour ce qui est donc de son candidat, M. Tidjane Thiam, il est épinglé par une loi datant des années Houphouët-Boigny, alors que, pour rappel, en 94, à quelques mois dans les élections présidentielles 95, la loi électorale avait été modifiée contre le président Alassane Ouattara. Et que on a même intégré donc dans cette modification ne s'est jamais prévalu donc d'une autre nationalité. Et quand je le dis, mon contradicteur me dit donc vous confirmez que le président Alassane Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. Donc par ignorance, j'ai dit oui. Alors, ça va donc beaucoup de regrets qu'il y a eu ce tollé que j'ai vécu. Mais je vais vous dire, j'ignorais certainement que le fait d'avoir bénéficié d'une bourse américaine n'entraînait pas la nationalité donc du pays. Et que la bourse américaine était plutôt liée au territoire et non à la nationalité. Okay. Et que ce que je savais par contre, c'est que le président Alassane Ouattara parti de la Côte d'Ivoire avec son père, qui assurait une chaîne traditionnelle donc dans la Haute-Volta, a bénéficié donc d'une bourse donc américaine donc pour étudier. Et vous voulez dire que cette bourse ne confère pas la nationalité? Donc ça ne confère pas la nationalité, donc ce que j'ignorais. Mais ce que je savais quand même, c'est que donc il était parti donc de la Côte d'Ivoire. Mais cette ignorance, mais est due à quoi? Elle est due au fait que nous autres sommes issus d'un environnement intoxiqué. Est-ce que vous savez que c'est jusqu'à un passé récent que je sais que Draman est un prénom musulman? Je pensais même que c'était un nom étranger.
Parce qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, certains jeunes de notre génération, quand ils attendent Draman, on désigne donc quelqu'un de Draman pour automatiquement c'est un étranger. C'est parce qu'on a fait l'objet d'intoxication. Alors que le prénom Draman est musulman et que tout Ivoirien peut porter. Je connais même un ami aujourd'hui qui s'appelle Profit Draman. Donc, on a fait vraiment l'objet de beaucoup d'intoxication. Et aujourd'hui, si je suis partisan du président Alassane Ouattara, c'est parce que j'ai su me sortir d'une certaine haine identitaire, congénitale à certains jeunes issus des bases donc, du FPI. Et donc, c'est une nouvelle personne. Et il peut avoir donc des points d'ignorance. Je pense que ça n'a été qu'une bourde et je reste déterminé à poursuivre la marche. Fermons cette page et revenons donc à l'actualité politique. En ce moment, le climat électoral est plus ou moins tendu à cause des partis d'opposition qui ont des revendications qui n'ont pas encore été satisfaites. Notamment, ils estiment que la radiation de leurs leaders sont des décisions ou du moins sont des artifices juridiques qui ont été utilisés pour les écarter. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, en tant que membre du parti au pouvoir? Mais c'est de la manipulation politique tout court. C'est de la manipulation politique tout court. Nous sommes dans un pays où il y a des lois, il y a des règles, où il y a des institutions. Et donc ces institutions-là font leur travail. Au niveau de la justice, il y a des décisions de justice qui sont rendues et qui empêchent donc certains candidats d'être éligibles. Ce sont donc des décisions de justice, ce sont les institutions qui les empêchent d'être éligibles. Ce n'est pas une volonté manifeste du parti au pouvoir de le faire. Et dans une bonne démocratie, il faut savoir que il y a des limites. Il y a des limites, il y a des règles. Et dans une démocratie où tout est permis, où tout le monde peut être candidat, comme ils aiment le dire, c'est de l'anarchie, ce n'est pas de la démocratie. Donc ceux qui disent qu'ils ont été exclus, naturellement ils ont été exclus par la loi, ils ont été exclus donc par des institutions. Alors, qui se rendent à l'évidence et qui désignent des candidats qui sont éligibles. Et les exemples sont légion partout au monde. C'est de choisir donc des candidats qui sont éligibles. Et avec ces candidats-là, ils vont battre campagne et on pourra tous juger de leur poids politique. C'est tout. Alors, les questions d'exclusion, ce sont des choses qu'on a déjà vues en Côte d'Ivoire. Et voilà, lorsqu'on a été dans l'opposition et on a été victime de cela, voilà, et qu'on a dénoncé même cela, est-ce que, étant parti au pouvoir, quand d'autres candidats sont exclus, c'est pas légitime pour eux de penser qu'il y a voilà, des mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir les exclure? Non, pas du tout. Vous voulez certainement parler de l'histoire du président Alassane Ouattara. Effectivement. Et tout à l'heure, dans mes propos, je suis revenu là-dessus. J'ai rappelé qu'en 1995, il y a eu une modification du code électoral pour donner donc à les élections des conditions d'éligibilité pour exclure certaines personnes. À l'an 2000, il y a eu donc dans la Constitution, et c'est M. Gbagbo qui le dira plus tard, que telle règle avait été prise pour régler donc le cas des personnes, le cas d'Alassane Ouattara, le cas d'Henri Konan Bédié, le président Gbagbo me l'a dit plus tard. Et en 1995, il y a eu une modification du code électoral. En l'an 2000, il y a eu une nouvelle constitution qu'on a conçue donc pour écarter donc des candidats. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des règles préétablies qui excluent donc des candidats. Ce sont des règles préétablies qui ouvrent le jeu. Et que ceux qui peuvent donc aller à ces élections, remplissant donc les conditions d'éligibilité, pourront être candidats. Le RHDP se veut donc un parti ou fouettiste, donc un parti de paix. Est-ce que face à toutes ces décisions de justice, il n'est pas possible de trouver des alternatives politiques autour d'un dialogue? Mais écoutez, on ne va pas passer tout le temps dans notre si jeune démocratie à faire des arrangements politiques. Il faut qu'à un moment donné, les règles et les institutions aient leur sens. Donc je ne pense pas que ce soit la bonne décision. La bonne décision, c'est que tout le monde doit se conformer aux règles et aux institutions. Et puis après, je pense qu'ils peuvent donc travailler à se conformer donc à ces règles-là pour ceux qui ont été condamnés donc par des injustices, pour finir par de l'amnistie, pour ceux qui sont radiés de la liste électorale parce qu'ils n'étant pas ivoiriens à un moment donné et qui sont maintenant donc ivoiriens pourront se réinscrire donc à une nouvelle RLE donc après les élections. Et donc pour les élections à venir,
ils pourront donc aller donc à ces élections. C'est ça qui est la solution. La solution, ce n'est pas de faire des arrangements au détriment donc des règles et des institutions. Et on ne construit pas une démocratie avec ça. Et si pour des décisions de justice, la stabilité du pays est remise en question, vous n'êtes pas prêt à discuter, trouver des solutions politiques? Mais non, la stabilité du pays ne saurait être remise en question. Et pourquoi? Mais alors ceux qui sont concernés peuvent avoir ces dessins funestes, mais nous sommes dans un état sérieux. Il n'y aura pas de menace sur la stabilité, il n'y aura pas de menace sur la paix en Côte d'Ivoire. Je pense que la seule solution, comme je le disais, c'est de se conformer aux règles et donc aux décisions qui proviennent de nos institutions. Menace sur la stabilité, ça peut être vraiment leur projet, mais ça ne saurait prospérer. Mais justement, parce que les partis d'opposition n'entendent pas trouver d'autres alternatives. Pour eux, ils ont déjà leur candidat. Et voilà, comme le président Gbagbo l'a dit, ils vont contraindre voilà, le parti au pouvoir à accepter les candidats qu'ils se sont choisis. Par quels moyens contraint le parti au pouvoir? Nous attendons de voir. Démocratiques. À des moyens démocratiques, donc nous attendons de voir. C'est tout. D'accord. Revenons donc aux coalitions politiques qui sont en train de se former maintenant. On a vu le Front commun avec le président Gbagbo, le président Tidjane Thiam, la coalition pour l'alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire. Face à toutes ces coalitions qui se forment, le RHDP a peur ou le RHDP est serein? Le RHDP ne peut qu'être serein. Le RHDP ne peut qu'être serein. Tous ces partis politiques réunis, en termes de représentativité, ne valent même pas la moitié du RHDP. Donc le RHDP ne peut qu'être serein. Mais là, on parle de l'élection présidentielle. Leur projet politique, c'est lequel? Chasser le RHDP du pouvoir. C'est ça, un projet politique pour la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire mérite mieux. Chasser le RHDP de la tête du pays. C'est le projet politique, ça. Mais le RHDP a un bilan. Le RHDP est en train de servir ce pays et en train de transformer la Côte d'Ivoire. Le RHDP a des résultats. Et nous sommes pour la continuité. Parlons donc de la continuité. Qui a su cette continuité? Parce que dernièrement, il y a eu le congrès du RHDP et on s'attendait tous à ce que le président soit enfin désigné comme le candidat, ou du moins qu'un candidat, voilà, autre que le président Alassane Ouattara soit choisi. Cela n'a pas été le cas. Vous êtes reparti déçu de ce congrès ou bien vous attendez encore? Non, nous ne sommes pas repartis déçus de ce congrès. Le président Alassane Ouattara, choisi par l'ensemble des militants au cours donc de ce congrès, nous a demandé de lui accorder donc un moment pour pouvoir prendre sa décision finale. Et vous savez que, comme il le disait, il est président de tous les Ivoiriens. Donc la déclaration de sa candidature, il veut donner donc à cette déclaration une dimension un peu nationale, un peu républicaine que partisane. Donc il trouvera dans les prochains jours l'occasion appropriée pour donner donc sa décision. Donc on doit s'attendre à cette candidature en août comme en 2020? Naturellement, nous sommes à quelques jours donc du mois d'août. Je pense que ça peut aller donc en août. Le dépôt des candidatures aux élections présidentielles se termine le 27 août, je pense. Je pense que nous sommes dans le temps. Et nous sommes positifs, nous sommes optimistes pour dire que le président Ouattara sera bel et bien candidat en octobre prochain. Au regard du discours des partis d'opposition concernant cette candidature, le président Gbagbo a déclaré dernièrement qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Est-ce que ce n'est pas ce que cette déclaration, cette annonce pourra engendrer que le président craint et il veut reporter encore pour pouvoir gagner du temps? Il n'est pas question de 4e mandat. C'est vrai que arithmétiquement, 1, 2, 3, 4, mais fondamentalement, il s'agit du 2e mandat de la 3e République. Et il faut bien qu'à un moment donné, on respecte les décisions qui proviennent donc de nos institutions. Le Conseil constitutionnel a déjà tranché sur cette question en 2020 et nous ne sommes plus à ce niveau du débat. Pour vous, le président Alassane Ouattara sera candidat? Il est éligible et il sera candidat. Il est notre candidat et nous allons gagner avec le président Alassane Ouattara. Mais et s'il ne va pas à cette élection? Puisque quand on parle de réflexion, la réponse peut être oui, ça peut être non. Et si c'est non? Oui, nous trouverons les moyens nécessaires pour désigner nos candidats, mais avec le total assentiment du président Alassane Ouattara. Parce que lui seul a la vision nécessaire pour continuer de servir donc notre pays. Alors, je veux qu'on revienne voilà, à une nouvelle disposition depuis quelques années qui a intégré le système électoral. C'est la question du parrainage. Voilà, certains estiment que cette réforme-là vient exclure
voilà, de nouveaux candidats indépendants ou des candidats qui ne sont pas dans des formations politiques? Mais le parrainage a été établi par la volonté de tous les partis politiques. De tous les partis politiques en 2019, à la suite donc du dialogue politique, il y a eu donc le parrainage qui avait été consenti par tous. Mais aujourd'hui, ça vaut une règle à laquelle tout le monde doit se conformer. N'importe quel candidat, et depuis 2020 ça existe, doit s'attendre à ce parrainage qui est en train donc de se dérouler. Et ce n'est pas une manière donc d'exclure donc des candidats. Quand tu sais qu'il y a une telle règle, tu travailles à cela. Et je ne peux pas comprendre que pour quelqu'un qui a besoin de 50%, et naturellement, quand tu vas à une élection présidentielle, en Côte d'Ivoire, tu t'attends à 50% donc des électeurs, donc 50% de plus de 8 millions donc d'Ivoiriens, pour le dire simplement, pour être élus. Mais pourquoi seulement 1% de l'électorat dans des régions doit poser problème pour quelqu'un qui pense pouvoir donc gagner une élection présidentielle? C'est pas sérieux. Donc ceux qui se plaignent et qui ont certainement des difficultés à avoir 1% donc de l'électorat dans les régions ne doivent pas réellement être candidats, ne doivent pas réellement être candidats, doivent travailler sur le terrain constamment pour finir par convaincre le maximum d'Ivoiriens qui peuvent donc les parrainer un jour. Donc vous ne pensez pas tout de même qu'on peut avoir du mal à réunir ces parrainages-là et gagner une élection? C'est pas possible. Tu peux pas avoir du mal à être parrainé par 1% de l'électorat et puis gagner l'élection présidentielle. C'est vraiment pas évident. Mais comment est-ce que se prépare le parrainage du côté du RHDP? Parce que vous communiquez moins sur... Oui, sur naturellement. Oui, le RHDP est un parti qui n'a aucune difficulté à parrainer son candidat, vous le savez. Et déjà, pour l'intention de parrainage, chez moi, à Zaguier, on a dépassé le niveau même établi par le parti. On dit 1%, mais le parti, le RHDP, veut 2% en réalité. Mais chez nous, dans la limite à ça, on a autour de 4 à 5%. Mais déjà, on a bouclé l'intention de parrainage dans toutes nos zones. Il suffit que le président Alassane Ouattara se déclare candidat, que vous voyez que vous verrez que le même jour, on a bouclé son parrainage. Et c'est comme ça dans toute la Côte d'Ivoire. Le RHDP n'a aucune difficulté à parrainer son candidat. À vous entendre, c'est comme si en 2025, le RHDP sera encore au pouvoir malgré toutes les coalitions des partis d'opposition. Oui, mais bien sûr, le RHDP va effectivement conserver le pouvoir. Le bilan donc, du RHDP plaît donc en sa faveur. Et c'est la démocratie. Nous irons donc à ces élections. Nous ferons face à des candidats. Nous sommes convaincus que nous allons les gagner. Mais dans toute autre voie anti-démocratique ne soit prospérée. Donc, comme je vois être sûr de gagner l'élection au regard donc de notre dimension nationale, de notre force politique, on est convaincu pour ça sur le terrain. Et puis au-delà, tout autre projet subversif pour pouvoir chasser le RHDP du pouvoir, comme les aiment le dire, ne saurait prospérer. Donc, nous sommes convaincus que nous allons garder le pouvoir d'État. Même face à cette alliance de Gbagbo et Thiam, qui sont voilà deux partis majeurs de l'opposition ou même de ce pays. Voilà. Mais c'est une alliance de façade. C'est une alliance de façade qui n'a aucune base politique réelle, qui n'a aucun fondement politique réel. Et cette alliance ne saurait inquiéter le RHDP, qui est le parti savamment implanté dans toute la Côte d'Ivoire, qui a ses forces sur le terrain. Et je ne crois pas que dans ma région politique, je suis le coordinateur régional du nom des jeunes du RHDP, un candidat que ce soit peut battre le président Alassane Ouattara dans la Guinée-Bissau devant le ministre Pierre Demba. C'est pas possible. Donc, et c'est comme ça dans toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes un parti puissant, nous sommes un parti fort, nous sommes un parti qui est donc est prêt à gagner donc toute élection, l'élection présidentielle, les élections qui vont suivre après. Honorable, à présent, les internautes vous ont posé des questions que je vais vous lire et auxquelles vous allez vous prêter à donner des réponses. La première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez commencé à récolter les parrainages alors que le président Alassane Ouattara n'a pas déclaré sa candidature? Est-ce une façon de faire une campagne avant l'heure ou d'influencer la décision du président? Non, je disais tout à l'heure qu'il s'agit donc des intentions de parrainage, puisque c'est nous militants qui avons désigné le président Alassane Ouattara comme candidat et que nous attendons sa réponse.
Mais nous sommes en train de mobiliser des intentions de parrainage. Au moment venu, quand il a pris sa décision, je le disais, le même jour, nous aurons bouclé donc le parrainage. Et ce n'est pas une campagne avant l'heure. Nous sommes toujours sur le terrain, nous avons été toujours sur le terrain au niveau de la gestion du RADP, à sa tête le président Mamadou Koné. Nous sommes toujours sur le terrain depuis 2022, 2023, 2024. Nous avons organisé de grands meetings, de grandes activités. Et nous sommes déjà en activité pour les élections présidentielles. Ce n'est pas une campagne, mais nous sommes en activité sur le terrain pour les élections présidentielles. Voilà. Très bien. La deuxième question, un internaute qui dit que vous êtes allé au RHDP pour bénéficier de certains avantages. Et pour preuve, vous êtes devenu administrateur des services financiers. Qu'est-ce que vous répondez? En quoi est-ce que être partisan d'un parti politique a trait ou a un lien avec sa réussite professionnelle, avec sa vie professionnelle, vous savez que c'est un niveau de bassesse au niveau de la politique. Mais étant au pouvoir, naturellement, non mais écoutez, je fais mes études, je suis diplômé en droit et j'ai la qualification nécessaire pour devenir fonctionnaire. En quoi est-ce que candidat donc à un concours, je suis admis, ce serait donc un avantage politique ou bien une faveur politique? Je rappelle que quand j'étais candidat, dans ma promo, il y avait le député de Grand Lao, Blaise Ndédé, qui est du PDCRDA, très engagé actuellement auprès d'étudiants TIAM, qui était de ma promo. Il n'était pas donc du parti au pouvoir. Et plein de ces jeunes de ma promo, une quarantaine d'administrateurs, tous n'étaient pas donc du RHDP. Comment ont-ils fait pour avoir le concours? Alors donc, il faut à un moment donné avoir donc du respect pour la vie professionnelle donc des autres, en dehors des contradictions politiques. On aime bien de le dire. Peut-être que bon, ils se trompent d'époque, pas d'une certaine époque. Les hommes sont les gens. Ceux qui le disent sont certainement, je le sais bien, partisans d'un autre camp. Ici, en Côte d'Ivoire, on a vu Damana Picasse nommé administrateur civil par le président Gbagbo. On a vu des jeunes leaders, quand Gbagbo était au pouvoir, devenus des administrateurs, passant par l'ENA, etc., etc. Donc, est-ce qu'on peut dire que ceux-là, les Croix Justin, les côtés navigués, devenus diplomates par décret, est-ce que ceux-là, ce sont des faveurs? Mais non, on ne peut pas avoir une telle lecture sur la vie professionnelle des gens, en dehors des contradictions politiques qu'on peut avoir. Il faut qu'on ait du respect pour la vie professionnelle des gens. Des gens ont eu leur parcours académique. J'ai eu la chance donc d'étudier et en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Et après, ici en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance de participer à un concours au cours duquel, Dieu merci, j'ai été admis. Aujourd'hui, je fais ma carrière, j'entame ma carrière dans l'administration. Allons-y pour la troisième et dernière question. Un internaute qui demande quels sont vos rapports avec les jeunes de l'opposition avec qui vous avez milité dans le temps lorsque vous étiez au FPI? Mais ça ne peut qu'être des rapports d'adversaires politiques. Mais en dehors de ça, nous restons des amis, des frères. Vous savez, c'est pourquoi je le dis bien à certains jeunes sur les réseaux sociaux, dans les populations, dans les quartiers, etc. Ces jeunes que vous voyez, avec qui nous débattons à chaque fois, mais même quand on fait des pauses, au cours donc des débats télévisés, on rigole. Et puis après, dès qu'on reprend, mais le débat devient tendu. Quand on quitte donc le plateau de télé, on prend un pot avant de rentrer à la maison. Nous nous connaissons, nous nous parlons, nous nous fréquentons. Donc, malheureusement, la politique a ses pratiques. C'est pourquoi je me dis à ces jeunes de ne pas voir de la diversité politique de loin et puis vous laisser manipuler par des politiques. Et j'aime bien le dire, donc nous avons des rapports de frères, d'amis, en dehors donc de la diversité politique qui peut exister, qui est légitime. Donc l'adversité est purement politique. Politique. Merci honorable d'avoir accepté notre invitation. Merci cher frère Jean-Charles de l'opportunité que tu m'as offerte pour traiter ces questions d'actualité, pour parler un peu de tout et de rien. Merci, on est ensemble.